Eh ben voilà. Voilà, elle remarche. Elle était simplement à bout de course. Seulement, il faudra pas trop compter sur elle pour nous indiquer l'heure du crime. Hein. Tant pis pour vous, docteur. Pour une fois, vous allez devoir mériter l'argent que vous donne le gouvernement, mon vieux. J'ai déjà ma petite idée là-dessus, Jordan. Bien sûr, l'examen du laboratoire peut me contredire, mais j'ai bien l'impression que l'antiquaire Larry Ruskin a été tué hier soir aux environs de 8 heures. Ah, vers 8 heures, et d'un coup de tisonnier. Un tisonnier sans empreinte, bien entendu. Et, naturellement, c'est précisément ce tisonnier que vous choisissez comme l'arme du crime. Hein? Ah ben, vous êtes très contrariant, docteur. Un inconnu qui serait venu de l'extérieur avec l'idée de tuer aurait apporté son arme avec lui. Non, ce tisonnier a quelque chose d'intime et de hâtif. Il reste à trouver le nom de celui ou de celle qui s'en est servi. Oh ben, un jeu d'enfant pour le capitaine Jordan. Oui. Bon, je suppose que vous n'avez plus besoin de moi, je rentre au bercail. Vous permettez que j'emporte Monsieur Ruskin? Oui, je veux pas vous refuser ce plaisir, d'autant plus qu'il n'est pas très spectaculaire. Mais regardez sa position. Il est tombé sur son bureau sans déplacer le moindre objet. Ou ses réflexes étaient lents, ou il n'a pas vu venir le coup. Il a pu ne pas le voir venir, être frappé par derrière? Oui, c'est ça. Mais je vois très bien la scène. Ruskin et son assassin feuilletant un album de photos de famille. Soudain, l'assassin brandit le tisonnier au-dessus de sa tête. Ça y est, allez, le voilà reparti dans ses visions. Bon, j'aime mieux m'en aller. Je vous rappellerai du labo quand j'aurai fini, hein. Mais je suppose que vous n'aurez déjà plus besoin de mes renseignements. Non, écoutez, docteur, soyez pas fâché, mon vieux. Cette affaire me console un peu des faits divers habituels. Pour une fois qu'il suffit de penser. Tout s'étant passé dans cette pièce, c'est dans cette pièce que sortira la solution. Allez, au revoir, docteur, et puis amusez-vous bien avec feu, monsieur Larry Ruskin. Examinez-le sous toutes les coutures. Il vous fera peut-être des confidences. Cazet. Chef. Dès que vos collègues de l'identité judiciaire auront emporté le corps, faites entrer Slim Jones. Le larbin de Ruskin? Oui, lui-même. À propos, ils ont trouvé quelque chose sur lui à la centrale? Oh, facilement, chef. Jones n'a pas toujours été larbin chez Ruskin. Ah bon? Et où servait-il avant? À Sing Sing. 5 ans pour vol avec effraction. En ce temps-là, il s'appelait Rocca. Eh ben, ça nous fait déjà un assassin très présentable, ça. C'est presque trop beau. Alors envoyez-le-moi et puis laissez-nous seuls. Hein? Entrez. J'ai besoin de quelques renseignements, monsieur Jones. À propos, dois-je vous appeler Jones ou Rocca? Ah, vous savez déjà. Eh ben, décidément, chez vous, on est toujours aussi pressé. Hein. Eh oui, monsieur Jones, nous avons conservé cette regrettable habitude. Nous avons un service qui s'appelle l'anthropométrie. Il est d'une indiscrétion déplorable. Ouais, je sais. Mais il ne vous renseigne que sur les imbéciles qui ont été assez maladroits pour se faire pincer. Hein. Sur les autres, motus. Monsieur Jones, vous feriez allusion à quelqu'un que je n'en serais pas surpris. On ne peut rien vous cacher, monsieur l'inspecteur. Bon, cessez de jouer au plus fin, monsieur Jones. Dans votre situation, ce serait plus sage. Je sais bien. Un repris de justice, hein, quelle aubaine pour les flics. Et c'est moi qui ai découvert le corps. Alors pas la peine d'aller chercher plus loin l'assassin du cher Ruskin, de l'honorable Ruskin. Que voulez-vous dire à propos de l'honorable monsieur Ruskin? Ce que vous apprendrez tôt ou tard. Hein. L'honorable Ruskin était une canaille. Tiens, je savais qu'il était antiquaire, mais j'ignorais qu'il exerçait une autre activité. Non, vous ne vous offusquerez pas, monsieur Jones, si j'accueille avec réserve des renseignements qui viennent de votre source. Mais bien sûr, moi aussi je suis une canaille. Mais alors à côté de Ruskin, alors je ne suis qu'un bricoleur, alors. En admettant que vous ayez raison, pouvez-vous me dire sous quelle forme monsieur Ruskin exerçait sa canaillerie? Le chantage. Ah. Ouais, même moi j'ai dû y passer. Il avait découvert que j'étais interdit de séjour et il m'avait procuré des faux papiers en échange d'un petit coup de main dans ses affaires. Enfin, de temps à autre, quoi. Quand, par exemple, il y avait un client récalcitrant. Très intéressante forme de collaboration. Et alors, naturellement, vous pensez que j'avais des motifs de le tuer, quoi. Monsieur Jones, ne cherchez pas à vous mettre en vedette. Hein. Pour le moment, vous ne m'intéressez qu'en tant que témoin. Puisque vous semblez au courant des activités de monsieur Ruskin, pouvez-vous me dire avec qui ces temps-ci il était en affaires? C'est très facile. Oui, depuis quelque temps, le patron était sur 3 clients. Madame Van Dalen, Miss Carol Diamond et Steve Cross, l'avocat. C'est pas mal. C'est pas mal. La femme du roi du corned beef, une vedette de Broadway, un avocat d'affaires en renom. Monsieur Ruskin ne faisait pas le détail. Comment s'y prenait-il pour découvrir ces
disons ses partenaires. Il faisait ses enquêtes lui-même ou bien il vous chargeait de lui donner ce que vous appelez un petit coup de main? Ah bah ça dépendait, ça. Les cas délicats, oui, il se les réservait toujours. Les 3 personnes dont vous m'avez donné les noms avaient vu récemment, M. Ruskin? Ah bah ça je pense bien. Il les a reçus hier, toutes les 3. Ici ou au magasin? Ici. Monsieur Ruskin traitait chez lui les affaires sérieuses. Et à quelle heure les a-t-il reçus? Eh bien, voyons, Madame Van Dalen a dû venir vers les 5 heures, oui. Oui, ensuite, ça a été le tour de Monsieur Cross. Et pour finir, celui de Miss Diamond. Oui, elle a dû partir vers 7 heures. Quoi. Et 1 heure après, Ruskin était assassiné. C'est bon, Monsieur Jones, je vous remercie. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur l'inspecteur? Pour le moment, non. Mais vous éloignez pas. Et d'ailleurs, ça servira à rien d'essayer. La maison est surveillée. Oh, je vous fais confiance, monsieur l'inspecteur. Cazet. Ah, chef, du nouveau? Ben, peut-être. Alors voilà, vous allez vous présenter au domicile de Madame Van Dalen, dans Central Park. À cette heure-ci, elle doit être encore au lit. Alors trouvez un prétexte pour la faire lever. Dites-lui par exemple, moi qu'on a volé cette nuit une de ses voitures et que celle-ci a été la cause d'un grave accident. Oui. Ce que je veux surtout, c'est qu'elle ne se doute de rien. Hein. Puis vous convoquerez aussi un avocat du nom de Steve Krauss, ainsi que Carol Diamond, la comédienne. Puis vous m'amènerez tout ce joli monde. Hein. Au commissariat, chef? Non, ici. Le décor a parfois beaucoup d'importance, Cazet. Vous croyez au théâtre, chef? Ah, mais nous y sommes, Cazet, nous y sommes. Il y a toujours une part de comédie dans une affaire policière. Et celui qui joue faux, c'est le coupable. J'avoue, chef, que je vous suis pas très bien. Oui, vous y ferez, mon vieux. En attendant, allez donc chercher la belle Madame Van Dalen. Et encore une fois, du tact. Hein? Du tact? Oui, enfin, du tact dans la mesure de vos moyens. Mais rassurez-vous, je vous demande pas de miracle. Est-ce que c'est ça? Fragonard, Watteau, Fantin-Latour? Parce qu'il était indélicat. Qu'est-ce qu'il y a encore, sergent? Ça, c'est cet individu qui veut absolument vous voir. Oui, inspecteur, je suis Monsieur Ruskin. Vous aussi? Parce que le dernier Ruskin que j'ai rencontré faisait moins de bruit. Oui, je suis son frère, Léonard Ruskin. Ah bon. Entrez, Monsieur Ruskin. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à votre frère? Oui, Jones m'a téléphoné ce matin pour me prévenir que Larry était décédé. En vous voyant, j'ai compris qu'il s'agissait d'un crime. Vous comprenez vite, Monsieur Ruskin, parce qu'il aurait pu s'agir d'un suicide. J'imagine mal Larry se suicidant. Oui. Mais vous n'avez pas l'air tellement surpris qu'il ait été assassiné. Hélas, non. Continuez, Monsieur Ruskin, continuez. Votre opinion m'intéresse au plus haut point. Inspecteur, je pense qu'il est inutile de dissimuler la vérité. Vous finirez par l'apprendre de toutes les façons. Mon frère était un maître chanteur. C'est pour ça que j'avais rompu avec lui toute relation. Vous étiez fâché avec votre frère, Monsieur Ruskin? Oh, fâché, non. Nous ne nous voyions plus depuis une dizaine d'années. Larry et moi n'avons jamais partagé les mêmes idées. Moi, je suis un fonctionnaire retraité. J'habite une petite maison à Rochester. Je ne mets jamais les pieds à New York. Mon frère a toujours été avide de mondanité, de bruit. Il a toujours eu des fréquentations douteuses. Et quand j'ai découvert d'où il tirait le plus clair de ses ressources, j'ai pensé que nous n'avions plus rien à faire ensemble. Mais comment avez-vous découvert les activités de votre frère? Le plus simplement du monde, il me l'a dit lui-même. Larry était un cynique qui ne respectait rien. Il était très fier de tenir à sa merci des personnalités en renom. Mais votre frère était plus jeune que vous, je suppose. Il était mon cadet de 9 ans. Il avait 52 ans. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas revu? La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Par hasard, dans Bronx. J'étais venu faire des courses à New York quand une Rolls s'est arrêtée près de moi. Larry était à l'intérieur. Il m'a demandé avec ironie si je souhaitais qu'il me dépose à une station de métro. Je me suis éloigné sans lui répondre. Mais en somme, Monsieur Ruskin, votre frère était devenu un étranger pour vous. Alors sa disparition ne doit pas vous causer trop de peine. Elle ne devrait pas, en effet, mais le cœur n'obéit pas toujours à la logique.
Tant de souvenirs m'ont assailli quand j'ai appris la mort de mon frère. Vous avez pris tout de suite le train pour New York? Oui, et il y en avait un à 10h03. Je suppose, monsieur Ruskin, que vous allez devoir rester ici quelque temps, alors nous nous reverrons sûrement. Mais de toute manière, il y a si longtemps que vous ne voyiez plus votre frère que vous ne pourrez sûrement pas aider mon enquête. Ça, je le crains. Si vous permettez, je voudrais encore vous demander un petit mot. Je vous en prie. C'est une simple formalité. Mais pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir, entre 7h et 9h? Comme chaque soir, j'étais chez moi. J'ai regardé la télévision. Oh, formidable match de baseball, hein? Oh, monsieur l'inspecteur, à mon âge, le baseball laisse indifférent. Non, j'ai assisté à la retransmission de la Norma sur la NBC. Ah bon. Et puis je suis allé me coucher. Il devait être minuit moins le quart. Bien sûr, j'étais seul et personne ne peut confirmer ce que je viens de vous dire. Ah, mais je ne vous le demande pas, monsieur Ruskin. Tant mieux, monsieur l'inspecteur, parce que je m'aperçois soudain que les gens sans histoire sont aussi sans alibi. À présent, je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. À propos. Oui? Oui, je me rappelle. Hier soir, un pharmacien de Rochester, un pharmacien que je connais qui s'appelle Phil Doggett, m'a téléphoné. Il ne devait pas être loin de 9h. Je m'en souviens parce que l'émission allait commencer et je lui ai dit de se dépêcher. Oui. Je suppose qu'il peut vous confirmer tout ce que Mais je vous en prie, monsieur Ruskin, en demandant à tous ceux qui sont mêlés à l'affaire leur emploi du temps, je fais simplement mon métier, me sans plus. Là, je vous quitte. Je vous en prie, qu'est-ce que c'est encore, ça? Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Van Dalen, chef, elle a fait un raffut de tous les diables quand elle a vu que je l'amenais ici. Ouais. Et en l'attendant, pendant qu'elle se préparait, j'ai trouvé ça. Ah, bah, ça, bravo, Kazan. C'est parfait, ça. On va, faites l'entrée. Oui. Bien, chef. Madame Van Dalen. Et je trouve proprement inadmissible de me tirer de mon lit pour... Qu'y a-t-il, Madame Van Dalen? Mais... C'est de me voir assis au bureau de Larry Ruskin qui vous met dans cet état? Larry Ruskin est mort, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Mais cette maison pleine d'agents... Oh non, mon Dieu, mais c'est affreux! Oh mon Dieu, mon Dieu! Pour pleurer autant, vous deviez aimer beaucoup Larry Ruskin, Madame Van Dalen. Oh non. Non? Non, ce n'est pas sur lui que je pleure. C'est sur moi, inspecteur. Pourquoi vous avez des ennuis, Madame Van Dalen? Oh, je vais sûrement en avoir. Pour quelle raison? Oh. Vous vous sentez responsable de la mort de Ruskin? Mais voyons, inspecteur, vous ne voulez tout de même pas dire que vous me soupçonnez, non? Ah, madame, votre attitude m'y inviterait. Non, vous ne me comprenez pas. Les journaux, le scandale. Mon mari va être obligé de demander le divorce. Oh, sans bien vous connaître, j'imagine pourtant que ce n'est pas la première fois qu'il doit se trouver dans cette pénible obligation. Non, bien sûr, mais cette fois ce sera sûrement la dernière. Oh, inspecteur, je vous en prie, faites quelque chose. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Mais je veux bien, madame, mais il faudrait d'abord que vous me racontiez tout. Oui, bien sûr. Vous voulez la vérité? Enfin, dans la mesure du possible. Bon. De toutes les façons, je finirai par la découvrir. Oui. Et j'ai l'impression que vous comme moi avons intérêt à gagner du temps. Bien sûr. Alors, je vous écoute, Madame Van Dalen. Oui. Eh bien voilà. Je ne sais pas du tout par où commencer. Commencez donc par lui, alors. Par Jerry. Ah oui. Vous connaissez Jerry? Dans ce genre d'histoire, il y a toujours un Jerry. Alors, parlez-moi du vôtre, Madame Van Dalen. Oui. Eh bien, inspecteur, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez, n'est-ce pas? Entre Jerry et moi, il y a surtout un contact spirituel, n'est-ce pas? Oh, Jerry est tellement artiste, si vous saviez. Tellement... Bien sûr, madame, bien sûr. La communion intellectuelle. C'est ça, je connais ça aussi. Ah oui? Oui, au fait, je vous prie, Madame Van Dalen, comment Larry Ruskin a-t-il découvert votre liaison spirituelle avec Jerry? Eh bien, je vous ai dit que Jerry était un artiste, n'est-ce pas? Alors, nous allions souvent voir Ruskin dans sa boutique. Jerry lui a acheté une foule de petites choses anciennes. Et que vous avez payé? Oui, ça, j'ai payé, oui. Alors, entre Jerry et moi, les questions d'argent ne comptaient pas, bien entendu. sûr. Seulement, comme Ruskin, lui, n'avait pas une âme de poète, voilà. Il n'a pas tardé à s'apercevoir de la nature de vos relations. C'est ça. Il vous a menacé de tout dire à votre mari. Voilà, c'est bien cela? Eh bien, oui. En quelque sorte, c'est tout à fait ça. Il avait réussi à prendre de Jerry et de moi une photo. Oui, une photo très, très innocente, mais qui pouvait me faire le plus grand tort.
Vous savez, mon mari est un peu prompt et alors... Ruskin vous a extorqué beaucoup d'argent? Environ 20 000 $, inspecteur. 20 000 Oui, $? 20 000 $. Évidemment, ça met le Jerry à un cours très élevé. Et vous avez payé? Mais il fallait bien, n'est-ce pas? Sinon, vous savez... Quand Ruskin a-t-il présenté sa dernière demande? Avant-hier. Il exigeait 5 000 $ dans les 24 heures. Je ne pouvais pas me procurer cette somme sans éveiller les soupçons de mon mari. Alors, je l'ai dit à Ruskin, mais il n'a rien voulu entendre. Alors, j'étais absolument désespérée. Oui, et c'est alors que vous avez décidé une dernière démarche et que vous êtes venu le voir hier vers 5 heures. Mais oui, mais comment le savez-vous? Je suis payé par le gouvernement pour savoir ce genre de choses, madame. Naturellement, Ruskin s'est montré intraitable. Oh, il a été odieux, c'est bien simple, odieux. Je le revois encore à ce bureau, tenez, où vous êtes, inspecteur. Il fixait sur moi un regard ironique. Et plus je le suppliais, plus il souriait. Madame Van Dalen, vous n'êtes pas raisonnable. Et je vous parle de dollars et vous me parlez de sentiments. Oh, je l'aurais tué, c'est bien ça. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est rien. Non, mais Non, je vous ai demandé la vérité, vous me dites. Mais non, inspecteur, voyons, je ne l'ai pas tué, naturellement. Vous en aviez l'intention, sinon vous n'auriez pas emporté un revolver, madame. Mais je... Oh, ça aussi, vous le savez? Je vous ai déjà dit que j'étais payé pour ça. Oui. Écoutez, madame, la prochaine fois que vous emporterez un revolver pour menacer quelqu'un, ne le laissez pas traîner dans votre sac. L'inspecteur Cazet, mon adjoint, n'a eu qu'à jeter un petit coup d'œil pendant que vous vous prépariez. Voilà votre revolver, madame. Merci. C'est un véritable bijou, mais capable cependant de tuer son homme. Oh, mais tenez, regardez, inspecteur. C'était simplement pour faire peur à Ruskin. Je ne m'en suis pas servi. Tenez, regardez, le chargeur est plein. Ce n'est pas une preuve, Voyez? madame. Vous vous êtes même peut-être fait aider par votre petit ami Jerry. Oh, laissez Jerry en dehors de tout cela, inspecteur, voyons. Non, il n'est au courant de rien. Non, je suis venu voir Ruskin de ma propre initiative. Admettons. Mais absolument. Vous l'avez menacé, donc, de votre revolver. Et qu'a-t-il fait? Oh, il s'est mis à rire. Il m'a dit que je n'étais pas sérieuse. Et puis, il m'a répété qu'il me donnait un dernier délai de 24 heures. Et alors là, eh bien, que voulez-vous, je suis partie. Oui, et quelle heure était-il? Bon, je ne sais pas, moi, 6 heures peut-être. Comment ça, 6 heures? Vous n'êtes rentré chez vous que vers 9 heures. Ah, Alors qu'avez-vous fait entre 6 heures et 9 heures? Eh bien, Vous avez vu Jerry, peut-être? Non, je suis passée chez lui. Oui. Non, il n'y était pas, justement. Ah. Alors j'ai marché devant moi, sans but. Je ne savais plus ce que je faisais, vous savez. Oh, mon Dieu, inspecteur. Que va-t-il se passer maintenant? Oh, est-ce que vous croyez que les journaux vont parler... Excusez-moi, mais si nous voulons rattraper Steve Cross, il n'y a pas une minute à perdre. Il est à l'aéroport en instance de départ, pour Mexico. La centrale vient de me prévenir par téléphone. Bon, Madame Van Dalen, c'est terminé pour le moment. Bien. Naturellement, vous aurez l'obligeance de m'attendre ici maintenant. Naturellement, Bon, Cazet merci. en route pour l'aéroport. Bon, écoutez, Cross, cessons de jouer au chat et à la souris. Je ne crois pas aux coïncidences. Mais que voulez-vous dire? Qu'il est pour le moins étrange que vous partiez en voyage juste quelques heures après l'assassinat de Larry Ruskin. Comment? Larry Ruskin a été assassiné? Et ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Je vous assure. Alors. Vous avez téléphoné à 8 heures à la compagnie aérienne pour demander s'il y avait un départ pour Mexico ce matin. Vous avez aussitôt retenu votre passage. Alors permettez-moi de vous dire que votre voyage a un caractère plutôt improvisé. Dans mon métier d'avocat, ce sont des choses qui arrivent souvent. Ah oui? Et alors pouvez-vous me dire quel dossier réclame aussi soudainement votre présence à Mexico? Un secret professionnel. Écoutez, Cross, je fais appel à votre bon sens. Vous êtes avocat, vous connaissez donc les risques que vous prenez en ce moment. Si vous avez tué Ruskin, nous finirons par le savoir. Et si vous ne l'avez pas tué, votre seule planche de salut, c'est de nous dire tout ce que vous savez. Puis tenez, je vais être franc avec vous, je vais abattre mon jeu. Je sais que Ruskin vous a chanté. Et je sais aussi que vous êtes venu le voir hier soir pour lui demander un délai de grâce. Voilà. J'ai perdu. Jordan. Tôt ou tard, je savais bien que je perdrais. C'est vous qui avez tué Ruskin? Ah non, pas ça. Ruskin aurait mérité 6 balles dans la peau, mais ça, je ne l'ai pas fait. Bon. Maintenant que je sais ce que vous n'avez pas fait, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait. L'année dernière, j'ai connu chez Ruskin Carol Diamond. Je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Mais elle se moquait pas mal de moi.
Tout ce qui l'intéressait, c'était mon argent. Il lui en fallait toujours davantage. Des bijoux, des fourrures... Oh, non. Autant vous dire la vérité sur Carol Diamond, vous finirez par l'apprendre. Carol est une pauvre victime. Elle se drogue depuis longtemps. Ah. J'ai tout essayé pour la guérir, mais il n'y avait rien à faire. Tout l'argent que je lui ai donné comme celui qu'elle a gagné est passé à cela. Bon, et alors vous êtes endetté pour continuer à lui donner de l'argent? J'ai fait pire. J'ai fait des traites de cavalerie. Et je gérais les comptes de plusieurs de mes clients. Oui, mais qu'est-ce que Ruskin avait à voir là-dedans? Il me servait de prête-nom vis-à-vis des banques. Un jour, il m'a mis le marché en main. Je lui ai versé 10 000 $, où il allait trouver mes clients. Et vous avez marché? Il a bien fallu. J'ai été tranquille pendant quelques mois. Et puis, il y a 8 jours, Ruskin a recommencé. Et vous êtes allé le voir pour discuter? Oui, mais il n'a rien voulu savoir. Nous nous sommes disputés assez violemment. Vous l'avez menacé? Bon, je ne sais plus. Peut-être, dans le feu de la discussion. Mais je n'aurais pas mis mes menaces à exécution. Ah oui, mais vous êtes un homme vigoureux, Krauss. Je me souviens qu'à Harvard, vous étiez un des meilleurs boxeurs. Vous pouvez parfaitement tuer un homme en lui portant un coup. Oh non, Riordan, ne dites pas de bêtises. Enfin, vous me voyez être un peu un tisonnier. Un tisonnier? Dites-moi, Krauss, vous êtes très au courant des événements. Et j'aimerais bien savoir comment. Ou vous possédez le don de double vue, ou vous étiez là quand on a tué Ruskin. Oui, vous avez gagné, Riordan. Je savais en effet que Ruskin avait été tué d'un coup de tisonnier. C'est Slim Jones, le maître d'hôtel de Ruskin, qui m'a téléphoné ce matin pour me prévenir. Alors j'ai été pris de panique, j'ai voulu m'enfuir. Bon. Alors vous m'affirmez que lorsque vous avez quitté Ruskin, il était encore en vie? Absolument. Je suis parti comme un fou. Je savais plus comment faire, je voulais me suicider. Mais la pensée de Carol m'a retenu. Que deviendrait-elle sans moi? Qu'avez-vous fait en sortant de chez Ruskin? Oh, je ne sais plus. J'ai marché droit devant moi. Vous aussi? Ah bah... Décidément, tous les visiteurs de Ruskin éprouvent le besoin de prendre de l'exercice en le quittant. Et évidemment, personne n'a assisté à votre promenade. Bah, évidemment. Ah oui. Et vous-même, vous n'avez rien remarqué d'anormal chez Ruskin? C'est-à-dire que... Oui. Ça m'ennuie de mettre quelqu'un dans le coup, mais après tout, je défends ma peau. Allez-y. En sortant de chez Ruskin, j'ai aperçu le petit cabriolet rouge de Margaret Van Dalen, arrêté à une 50aine de mètres. Est-ce que vous saviez aussi que Ruskin faisait chanter Madame Van Dalen? Ah, je m'en doutais. Bien. Bon, Cross, vous allez suivre le sergent Johnson et rester à la disposition de la police. J'aurai sûrement besoin de vous dans la journée. À bientôt. Eh ben, vous voyez, Kazé, comme les apparences sont trompeuses, hein? Qu'avions-nous hier soir? Madame Van Dalen, une milliardaire. Steve Cross, un avocat en renom. Carol Diamond, une vedette de Broadway. On assassine un maître chanteur et voilà que nous apercevons l'envers de la médaille. Une femme mûre qui entretient un gigolo, un avocat marron qui tripote dans les comptes de ses clients et une droguée prête à tout pour satisfaire son vice. Je me demande ce qu'elle va nous apprendre de nouveau, la jolie Carol Diamond. Le gaz, chef. Quand j'ai senti, j'ai enfoncé la porte et... Comment va-t-elle, docteur? Bon, pas trop mal. Il n'y avait guère plus d'une heure qu'elle avait ouvert le gaz. Elle était seulement étourdie, quoi. Ah, elle peut dire qu'elle a eu de la veine, cette petite, d'avoir un toubib à portée de la main, hein. Alors, Miss Diamond, on a fait des bêtises? Ça ne regarde que moi. Ah, hélas, non. Pour le moment, votre vie est presque indispensable à la poursuite de mon enquête. Vous faites allusion à la mort de Ruskin. Tiens, vous êtes déjà au courant. Pourtant, la nouvelle n'est pas encore dans les journaux. Slim Jones, le valet de chambre, m'a prévenu ce matin par téléphone. Oh, bah, décidément, il téléphone beaucoup, Monsieur Jones, aujourd'hui. C'est quand vous avez appris la mort de Ruskin que vous avez décidé d'en finir? Oui. Pourquoi? Hein? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Laissez-moi, je suis à bout de force.
Ah non, ça je regrette, ma petite, mais ce serait trop facile. On supprime un maître chanteur, après quoi on ouvre le gaz et on laisse le pauvre flic se débrouiller tout seul, alors, hein? Je ne suis pour rien dans la mort de Ruskin. Non? Bien, je croyais. Mais alors, dans ces conditions, pourquoi avez-vous ouvert le gaz? Parce que je suis fatiguée, vous comprenez? Fatiguée! J'en ai assez de tout ce qui m'arrive depuis des années. Toutes ces complications, vos questions, par exemple, et puis les soupçons, les tracasseries, je suis à bout! À bout! Écoutez-moi, Miss Diamond, je ne suis pas un tortionnaire en dépit de certaines apparences. Et Larry Ruskin me dégoûte autant qu'il peut vous dégoûter vous-même. Alors, vous voyez, je suis tout disposé à vous aider. Seulement de votre côté, il faut que vous me racontiez le rôle que vous jouez dans l'histoire. Inspecteur, vous savez que je suis malade, n'est-ce pas? Oui, je le sais, mon petit. Et de ça, on en reparlera plus tard. Pour le moment, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'assassin de Ruskin. Et j'espère que c'est pas vous. Inspecteur, j'aime mieux tout vous dire. Allez-y. Oh, d'ailleurs, au point où j'en suis arrivé, ça n'a pas d'importance. Je ne sortirai jamais. Jamais je ne guérirai. Alors un peu plus tôt, un peu plus tard... Hein. Vous n'êtes pas physionomiste, inspecteur. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? C'est moi qui l'ai donné, ce coup de tisanier. C'est moi qui ai tué cette fripouille de Larry Ruskin. Non. Si. Désolé, inspecteur. Bon. Et sans indiscrétion, pouvez-vous me dire comment vous y êtes prise? Oh, le plus simplement du monde. Larry a voulu m'embrasser de force. J'ai reculé jusqu'à la cheminée, mais il m'a coupé la retraite. J'ai compris que je n'en sortirais pas, alors j'ai eu un réflexe désespéré, j'ai senti le tisanier sous ma main, et j'ai frappé. Je ne pouvais pas supporter qu'il me touche, vous comprenez? Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas. Oui, je comprends. Ainsi, vous, Larry Ruskin, ne vous faisait pas chanter. Au contraire. Il a exercé sur moi le plus ignoble des chantages. C'est chez lui, il y a 4 ans, que pour la première fois, j'ai goûté à la drogue. Et depuis, il était devenu mon fournisseur. Quand il a vu que je ne pouvais plus m'en passer, il a augmenté ses prix. Un jour, il ne m'a plus demandé d'argent. Il voulait autre chose que de l'argent. Ah. Mais c'était au-dessus de mes forces. Alors il a commencé à me rationner. Il jouait avec moi comme le chat avec la souris. Parfois il me téléphonait et se montrait charmant. Vous n'êtes pas raisonnable, Carole. Je prends des risques pour vous. Et vous ne vous montrez pas compréhensive. Oh oui, alors dans ces moments-là, j'ai pensé combien il me serait doux de pouvoir l'étrangler. Mais bien sûr, ça a été un accident. Je me suis même pas rendu compte. Non, c'est un fait que je ne vous aurais jamais cru capable d'un tel geste. Alors, qu'avez-vous fait après l'accident? Quand je l'ai vu à mes pieds, vous savez à quoi j'ai pensé aussitôt? Oh, ça, avec vous, désormais, je ne me risque plus à faire la moindre prévision. Eh bien, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais me procurer de la drogue. J'ai eu peur. Qu'est-ce que vous avez fait alors du corps de Larry Ruskin? Ce que j'ai fait? Oui. Rien. Vous n'y avez pas touché? Oh, bien sûr que non. Je me suis enfuie comme une folle. Personne ne vous a vu quand vous êtes sorti de chez Ruskin? Non. Non, je ne crois pas. La rue était déserte. Il y avait une vieille Ford noire qui stationnait devant la maison, mais elle était vide. Oui, je me souviens que j'ai eu très peur à cause de cette voiture. Où êtes-vous allé en sortant? Je ne sais pas. J'ai marché droit devant moi. Vous aussi? J'ai marché toute la nuit. Quand je suis rentrée, j'étais épuisée. C'est alors que Slim Jones m'a téléphoné pour me prévenir de la mort de Ruskin. Il avait un ton étrange, comme s'il me soupçonnait. Il avait peut-être entendu le bruit de votre dispute? Non. Non, je ne crois pas. Non? C'était sa soirée de sortie. Et il est parti après avoir apporté une carafe de whisky à Larry. Mais de toute façon, quand il m'a téléphoné,
J'ai pensé que je ne tarderais pas à être découverte, qu'il faudrait que je me défende, que j'explique. J'étais tellement fatiguée. Tellement fatiguée. Alors j'ai ouvert le gaz. Comme ça, tout était fini. Voilà. Vous pouvez faire de moi tout ce que vous voudrez. Ouais. Ben, vous allez commencer par me suivre jusqu'au domicile de Ruskin, parce que il y a certains détails pratiques que j'aimerais préciser. Oh, inspecteur, revoir cette maison, je ne pourrai jamais. Ben, il le faudra pourtant, Miss Diamond. Non, inspecteur. Allez, suivez-moi. Cazet, accompagnez Miss Diamond dans la chambre de Larry Ruskin. Mais la perdez pas de vue un instant. Hein. Ne craignez rien, inspecteur. Je chercherai pas à vous échapper en aucune manière. Ok, chef. Qu'est-ce que je fais des autres? La vente d'haleine et l'avocat. Gardez-les encore un peu au frais, je vais avoir besoin d'eux. Capitaine, oui? Le docteur Doolittle est là. Il arrive du labo, il veut vous voir d'urgence. Bon, qu'il entre. Riordan. Bonjour. Asseyez-vous, mon vieux. Vos chères méthodes vont en prendre un coup. Figurez-vous que Larry Ruskin n'a pas été tué d'un coup de tisonnier. Oh, ça alors, mais comment... Oui, ben c'est vous qui avez besoin d'une chaise, hein. Alors asseyez-vous, mon vieux. Asseyez-vous. Ah. Comment vous sentez-vous, docteur? Mais allez au diable, Riordan. Par quelle sorcellerie avez-vous pu deviner que Ruskin était mort empoisonné? Non, n'exagérons rien. Je savais seulement que le tisonnier n'était pas dans le coup. Pour le poison, hein, c'est vous qui venez de me l'apprendre. Vous voyez, vous servez quand même à quelque chose, docteur. Alors, tout est clair. Ruskin reçoit un coup de tisonnier de Carroll et perd connaissance. Quand il revient à lui, il se dirige vers son bureau, cherche à se réconforter en absorbant une boisson, du whisky par exemple. Seulement dans ce whisky, l'assassin a déjà versé le poison mortel. Mais alors vous supposez que l'assassin montait la garde auprès de sa future victime? C'est vraisemblable. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de cette affaire. C'est un crime en toute intimité. Ça revient à dire que l'assassin familier de Ruskin n'avait pas l'intention de tuer, mais qu'il a seulement profité de l'occasion. Non, j'ai pas dit ça. Je crois pas aux coïncidences, moi. Voilà. J'ai 4 coupables sous la main, mais il y en a un auquel je vais donner un petit tour de priorité. C'est Monsieur Slim Jones, alias Roca. Eh bien, je vous l'envoie en sortant. Je retourne au labo. S'il vous plaît, merci. Sergent Smithson. Chef. Passez voir Fred Cleburne au New York Times et demandez-lui de ma part le compte-rendu complet de la soirée d'hier sur la chaîne NBC. Oui. Puis alors, faites entrer le maître d'hôtel Slim Jones. Bien, chef. Entrez, monsieur Slim Jones. Alors, monsieur Jones. Oui. J'ai l'impression qu'on téléphone beaucoup ce matin, hein? C'est défendu. Bah, dans certains cas, c'est pas à conseiller. Dites plutôt, monsieur l'inspecteur, que vous avez trouvé ce moyen de me cravater, quoi. Bah, cessez de faire le malin. Vous avez 3 minutes pour éclaircir votre rôle dans l'affaire. Passez ce délai, je vous boucle. Vous allez répondre à mes questions maintenant. Allez-y, je n'ai rien à cacher. Premièrement, pourquoi avez-vous téléphoné à Steve Krause? Pour lui rendre service. Oui, mais sympathique, cet homme. Alors j'ai pensé que si des fois je pouvais lui donner un petit coup de main, quoi. Pourquoi? Vous pensiez qu'il avait tué Ruskin? J'ai pas dit ça. Mais pour le cas où la mort de Ruskin ferait découvrir des petites choses embarrassantes pour lui. Alors j'ai supposé que Krause préférerait mettre de la distance entre New York et lui. Alors je l'ai prévenu, quoi, comme ça, gentiment. Oui, et puis le résultat s'est pas fait attendre, il a essayé de filer. Vous avez contribué à entraver l'action de la justice. Premier délit, monsieur Jones. Bon. Carl Diamond, maintenant. Vous lui avez téléphoné aussi par sympathie? Exactement. Et 5 minutes après votre appel, elle ouvre le gaz. Vraiment, les gens auxquels vous manifestez votre intérêt par téléphone perdent aussitôt la tête. Coïncidence. Ah, troublante. Vous auriez voulu donner à la jeune Carole des idées de suicide, vous n'auriez pas agi autrement. C'est là le 2e délit, monsieur Jones. Je vous donne ma parole d'honneur. De quel honneur voulez-vous parler? Vous saviez très bien ce que vous faisiez en téléphonant à Miss Diamond. Supposons que vous ayez assisté à la petite bagarre sentimentale qu'il a opposée à Ruskin. Supposons que vous ayez vu celui-ci prendre son coup de tisonnier. Supposons que vous ayez décidé de profiter des événements. L'occasion était inespérée. Vous expédiez Ruskin dans un monde qui pour lui ne sera pas meilleur,
Et vous colliez le crime sur le dos de cette pauvre Carole, qui n'aurait jamais dit le contraire, puisqu'il croyait l'avoir assassinée. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Jones? Eh ben, je dis que ça fait beaucoup de suppositions pour un seul homme, ça. Oh oui, mais vous n'êtes pas un homme comme les autres. Les 3 autres coupables présumés sont de simples amateurs. Vous êtes un professionnel. Vous avez un passé qui répond de vous, si je puis dire, monsieur Jones, alias Roca. Je sais que j'ai un casier, monsieur l'inspecteur. Mais ce n'est pas une raison pour me faire porter le chapeau. Bon, si j'ai bien compris, c'est Miss Diamond qui a allongé un coup de tisonnier à monsieur Ruskin. Oui, c'est elle. Mais malheureusement pour vous, Ruskin n'en est pas mort. Non, parce qu'il est mort empoisonné, Ruskin, pour le cas où vous ne le sauriez pas. Ce dont je doute. Vous lui avez apporté son carafon de whisky vers 7 heures, je crois. Ça y est, il est mort empoisonné, alors donc c'est moi qui ai versé le poison dans le whisky, hein. Je me demande, monsieur l'inspecteur, comment vous feriez pour vous passer de moi si j'étais pas là, hein. C'est très drôle, Roca. Mais vous rirez sans doute un peu moins sur la chaise électrique. Bon, continuons. À 7 heures, vous apportez un carafon de whisky à Ruskin. Et à 8 heures, il meurt empoisonné. Encore une coïncidence? Sans aucun doute. Je sais pas ce que vous avez fait aux coïncidences, mais elles jouent toutes contre vous. Enfin, je vais envoyer le flacon de whisky au laboratoire, mais je ne doute pas du résultat. Aucune trace de poison dedans. Vous voyez, monsieur l'inspecteur, mon whisky n'a rien à se reprocher. Mais au contraire, Roca. Au contraire. Car pour un professionnel, l'enfance de l'art consiste à nettoyer un récipient après usage. Mais je n'étais pas là, je suis parti à 7 heures. C'était ma soirée de sortie. Encore une coïncidence. Je suppose que quelqu'un peut confirmer votre emploi du temps. Mais bien sûr. Mais oui, vous êtes de ces gens qui ne sortent jamais sans un alibi en poche. Alors, comment s'appelle-t-elle, votre alibi? Parce que je suppose qu'il est du genre féminin. Ah, monsieur l'inspecteur, vous êtes formidable. Alors avec vous, pas besoin de parler, vous devinez tout. Alors. Je suis très flatté. Alors répondez-moi, comment s'appelle votre alibi? Marianne Felton. Et si vous voulez l'entendre, c'est pas difficile. Elle est femme de chambre ici. Marianne Felton, oui, en effet. Avant mon arrivée ici, le commissaire du quartier a consigné sa déposition. Price? Oui, chef. Vous allez me boucler dans une pièce le dénommé Roca, ici présent. Avec plaisir, chef. Price, en partant, envoyez-moi Miss Marianne Felton et faites relever le sergent Cazé auprès de Miss Diamond. Je vais avoir besoin de lui. D'accord, chef. Entrez, mademoiselle Felton. Vous vous appelez bien Marianne Felton? Oui. Bon. Monsieur l'inspecteur, j'aime mieux vous dire tout de suite la vérité. Mais bien sûr, à la bonne heure. Voilà, en réalité, mon petit nom, c'est Cynthia. Très joli. Oh, bah, oui, mais alors ça faisait trop artiste pour le métier que je fais, vous comprenez, monsieur l'inspecteur? Parfaitement, oui. Donc, Marianne, vous étiez au service de monsieur Ruskin. C'était hier votre soirée de sortie. Oui. Avec qui êtes-vous sortie? Oh, bah... Avec Slim Jones, bien sûr. On a passé toute la soirée ensemble. Qu'avez-vous fait exactement? Oh, monsieur l'inspecteur, il faut vraiment que je vous le dise? Non, mon petit, non, je veux dire, qu'avez-vous fait en sortant d'ici? Ah oui, oh, bah, je mourais de faim, j'avais envie d'aller au restaurant, mais Slim n'a pas voulu. Pourquoi? Il mange pas, lui? Bah, il m'a dit qu'on allait dîner chez un ami. Ah, chez un ami. Bon, oui. Quel ami? Où habite-t-il, cet ami? Oh, bah, ça, j'en sais rien. Vous savez pas où vous êtes allé? Bah non. Il faisait nuit noire et je connais pas bien New York. Parce que il faut vous dire que je suis de la campagne. Ah, je m'en serais pas douté. Bon, alors? Eh ben alors, on a beaucoup roulé et Slim m'a dit qu'on allait dans la banlieue. Oui. Mais naturellement, vous savez pas le nom de la localité où vous a conduite Slim Jones. Oh non. Oh non, tout ce que je sais, c'est que c'était loin, puis alors que j'avais drôlement faim en arrivant, alors. Ah oui, mais l'ami de Slim vous avait préparé un bon dîner, j'espère. Oh, bah, pensez-vous, il était même pas là. Oh. Heureusement, Slim avait la clé, alors on est entré, on a fouiné dans les placards. Et puis, on a commencé à manger. Pourquoi commencer? Eh ben, parce que je sais pas pourquoi, aussitôt j'ai été prise d'un sommeil, un sommeil terrible. Un sommeil, vous savez, il a fallu que je m'allonge. Et après? Je sais pas très bien, j'ai dormi. Et puis, Slim m'a réveillé, m'a dit qu'il fallait partir parce que son ami allait rentrer. Et quelle heure était-il? Oh, bah, il était 4 heures du matin. Je le sais parce que il y avait un coucou dans la chambre qui a sonné. Moi j'adore les coucous, pas vous, monsieur l'inspecteur? Les coucous? Oui. Jusqu'à présent, j'y avais guère songé. Je sens que je vais m'y intéresser au coucou, Marianne. Donc, il y avait un coucou. Oui. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez remarqué?
Décrivez-moi le décor, le mobilier... Oh, alors ça... vous savez, hein, je dormais, et puis moi quand je dors, hein, le mobilier, pourvu qu'il y ait un lit. Oui, bien sûr. Slim Jones dormait aussi? Bon, oui, je suppose, oui. Alors, vers 4 heures du matin, vous vous êtes réveillé? Oui. Et après? Oh, bah, j'étais de mauvais poil, monsieur l'inspecteur. Vous vous rendez compte, réveillé comme ça en pleine nuit? Oh, oui. Moi, je voulais pas me lever. Alors, il m'a balancé une gifle. Ah bon? Et il est souvent aussi spontané, votre ami Slim? Bah, assez, oui. Oh, bah, il est si gentil. Ah, bah, alors tout est pour le mieux. Bon, vous êtes rentré ici avec Slim? Oui, bien sûr, il était tard, alors je me suis recouchée, et puis je me suis rendormie aussitôt. Et puis ce matin, c'est Slim qui m'a réveillée en m'apprenant ce qui était arrivé à ce pauvre monsieur Ruskin. Oh là là, ça m'a fait un de ses coups. Oh, écoutez, c'est bien simple, j'ai pas pu avaler mon chocolat, ça c'est vous dire. Oh, bah oui, ça je me rends compte, en effet. Mais votre sensibilité vous fait honneur. Encore un petit mot, Marianne. C'est vous qui prépariez le whisky de monsieur Ruskin? Oh non. Non? Oh non, jamais, non. C'est Slim qui se charge de ça. Ah bon. Et hier soir, avant de partir, vous n'avez rien remarqué d'insolite? Insolite? Oui, oui, enfin, je veux dire, quelque chose de pas normal, quoi, de pas habituel. Ah oui. Non, je vois pas. Ah. À moins. À moins que? Oh, ben non, oui, mais moi je voudrais pas faire de ragots, vous savez. Si, monsieur, au contraire, c'est le moment d'en faire. Oh. Allez, voyons ces ragots, là. Bon, eh ben, quand on est sortis, vous savez, Slim et moi, il y avait la voiture rouge de Madame Van Dalen qui stationnait là dans la rue. Oui, comme si elle attendait qu'on soit sortis pour entrer. Dites. Oui. Vous voulez que je vous dise? Oh, tu as perdu. Eh ben, Madame Van Dalen, elle devait être amoureuse de Monsieur Ruskin, pour le guetter comme ça. Oh oui, vous savez, dans mon métier, hein, on est subtil. Hein. Oh, je veux. Ben, on peut rien vous cacher, vous, hein. Bon, eh ben, merci, Marianne. Oh, il n'y a pas de quoi. Vous pouvez retourner à l'office. Bien, monsieur. Oh, quelle gourde, cette petite. Ah, parce que vous étiez là, vous. Bah oui, c'est une gourde, mais c'est quand même elle qui nous a donné la clé du mystère. Hein? Parce que vous savez? Qui est-ce? Un peu de patience, voulez-vous, Cazet? Dis donc, est-ce que vous vous intéressez au coucou, vous? Au coucou? Au coucou, oui. Oh, chef, décidément, je vous suis de moins en moins, hein. Oui, bah, aucune importance, on se retrouvera à la sortie. Bon. Eh ben, mon petit Cazet, nous allons pouvoir jouer le dernier acte de la pièce. Seulement pour ça, il me faut toute la troupe. Ah. Alors, voulez-vous faire entrer ici Madame Van Dalen, Carol Diamond, Marianne, la femme de chambre, ainsi que Slim Jones et Steve Cross. Ah, puis faites venir aussi Monsieur Leonard Ruskin. Je pense qu'il doit être curieux de connaître l'assassin de son frère. Ah. Allez, dépêchez-vous, mon vieux, dépêchez-vous. Bon, tout le monde est là? Oui, monsieur l'inspecteur. Parfait. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous asseoir. Inspecteur, je proteste. Pardon. Depuis plusieurs heures, vous me tenez prisonnière sans aucun mandat. C'est tout à fait illégal. Vous savez, mon mari a des relations... Mais je n'en doute pas, Madame Van Dalen, et je constate avec plaisir que vous semblez moins fatiguée que ce matin. Oh. Je vais en profiter pour vous demander de m'expliquer ce que vous attendiez dans votre petite voiture rouge devant chez Ruskin à l'heure du crime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. Je vous ai déjà dit que j'avais quitté le domicile de Larry vers 6 heures. Alors Oui, vraiment... c'est ce que vous m'avez dit, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, parce que Monsieur Cross vous a vu en sortant vers 7 heures. Oui, je suis désolé, Margaret, mais il a bien fallu que je me défende. Oh, Steve, vous êtes un misérable. Que faisiez-vous vous-même à 8 heures chez Larry? Comment, à 8 heures? À 8 heures chez Larry? Mais jamais! Vous m'avez presque frôlé dans le corridor. J'étais derrière le grand rideau, parfaitement. Je m'étais caché en vous apercevant. Tiens, voyez-vous, Oui. voyez-vous ces petits cachotiers, là. Il suffit qu'on les mette en présence pour qu'ils mangent le morceau. Mais cette femme, non, monsieur l'inspecteur, jamais! Oh, je l'ai vu de mes yeux, ça je vous le jure. Bon, allons. Hein. Mettons un peu d'ordre dans nos accusations, s'il vous plaît. Les dames d'abord. Madame Van Dalen, si vous avez aperçu Monsieur Cross chez Larry Ruskin, c'est que vous vous y trouviez vous-même. Oui, enfin, c'est-à-dire que je suis entré juste 5 minutes Oui, pour... ne regrettez rien, de toute façon, nous avons découvert vos empreintes digitales sur les tisonniers. Oh mon Dieu, comment ça? Ah oui, voilà ce que c'est que de toucher à tout inconsidérément. Alors, quelle heure était-il?
Eh bien, 8h30 environ, inspecteur. Je vous jure que Larry était déjà mort quand je suis entrée. Seulement, j'étais affolée, alors machinalement, j'ai empoigné le tisonnier, mais je l'ai replacé aussitôt et je me suis enfuie. Et c'est alors que j'ai entendu du bruit et que je me suis cachée. Ce bruit, c'était vous, Krauss? Oui, c'était moi. Mais Margaret Van Dalen vient de vous dire... Ruskin était déjà mort. Sans doute, sans doute. Mais ceci ne vous innocente ni l'un ni l'autre. Car vous avez très bien pu le tuer avant. N'oubliez pas le proverbe, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Monsieur l'inspecteur, vous n'allez tout de même pas imaginer que j'allais, Chère madame, voudriez-vous m'expliquer pourquoi vous m'avez menti, alors? Pourquoi vous êtes resté 2h30 devant chez Ruskin? Est-ce que vous êtes revenu faire chez lui? Je ne sais pas au juste. Je pense que je voulais tenter une dernière chance, enfin... Essayez de fléchir, Larry, vous comprenez? Ouais, c'est bien tiré par les cheveux, tout ça. Et vous, Cross, pourquoi êtes-vous revenu chez Ruskin? Moi aussi, je voulais tenter une dernière chance. Non, certainement pas. Vous saviez, pour l'avoir pratiqué, que Ruskin n'était pas un genre d'homme à se laisser fléchir. Non. En réalité, vous vous êtes donné le mot. Vous êtes revenus tous les deux dans le même but, supprimer Larry Ruskin. Mais il était déjà mort. Que vous dites? Mais enfin, inspecteur, je vous jure que Bon, écoutez, inutile de vous fatiguer. Je sais qui a donné le coup de tisonnier à Ruskin. Ah? Oui, c'est Carol Diamond. Elle a avoué d'ailleurs. Carol, ce n'est pas vrai. Enfin, tu n'as pas... Si, Steve. Je ne comprends pas la comédie que vous venez de jouer, inspecteur. Puisque vous tenez votre coupable. Je ne joue aucune comédie, mademoiselle. Monsieur Leonard Ruskin, vous n'allez pas tarder à connaître l'assassin de votre frère. Oh, s'il ne tenait qu'à moi, inspecteur, je laisserais cette affaire dans l'ombre. Tout ceci est tellement sordide. Je suis de votre avis, mais il faut aller jusqu'au bout. Non, écoutez, Cross, ne faites pas cette tête d'enterrement, je vous en prie. La dame de vos pensées a certes appliqué un coup de tisonnier à Larry Ruskin, mais celui-ci n'en est pas mort. Vous voulez dire que ce n'est pas moi qui ai tué? Je veux dire simplement que Ruskin n'est pas mort du coup de tisonnier. Il est mort empoisonné. Chef, Quoi? Chef, voici les résultats de la perquisition. Vous aviez raison. Non, silence. Faites entrer discrètement dans la pièce quelques agents et dites-leur d'ouvrir l'œil, nous touchons au dénouement. Bien. Oui, mesdames et messieurs, Ruskin est mort empoisonné. Et c'est au tour de Monsieur Slim Jones, alias Rocca, de se trouver sur la sellette. Il y avait longtemps, hein. Vous avez vérifié mon alibi? J'ai vérifié votre alibi, oui. Mais il n'est pas fameux, votre alibi, Monsieur Rocca. Mais il s'appelle... pourquoi vous l'appelez Rocca, monsieur l'inspecteur? Pourquoi je l'appelle Rocca? Parce que c'est son nom, pardi. Tu m'avais jamais dit ça, t'aurais pu me prévenir. Bon, écoutez, ma chère Marianne, ce n'est ni le lieu, ni le moment de faire des scènes de ménage. Hein. Tout ce qui ressort de votre déposition, c'est que vous avez dormi tout le temps. Mais qu'est-ce que t'as encore raconté à l'inspecteur, toi? Mais enfin, Slim, moi j'ai dit la vérité, enfin, tu me connais. Hélas, oui. En tout cas, monsieur l'inspecteur, à l'heure du crime, elle ne dormait pas, c'est l'essentiel. Non, je suis pas entièrement de votre avis, monsieur Rocca. D'après Miss Felton, vous vous êtes livré à une étrange comédie dans la nuit d'hier, hein? Si vous vous fiez à ce que raconte cette gourde... Cette gourde, c'est vous-même qui l'avez choisie pour alibi, alors, hein? Alibi vous-même, dites, vous n'avez pas le droit de m'insulter. Bon, un peu de silence, vous voulez, oui? Si. Slim Jones, alias Rocca. Vous avez apporté le carafon de whisky dans lequel, selon toute vraisemblance, le cyanure qui a tué Ruskin a été versé. Vous n'avez aucune preuve que c'est moi qui l'ai versé? Oui, ça en est fait. Et même, je crois pas que vous ayez commis ce crime. Quand même, hein, quand même. Oui, du moins, je ne crois pas que vous l'ayez commis seul. Ce crime a été trop bien agencé pour que votre petite tête de voleur au rabais ait pu le concevoir. Eh ben, Slim, tu dis rien? Chut, silence. L'honneur professionnel de Monsieur Rocca n'a pas besoin de vos beaux offices, mademoiselle Felton. Non. Voyez, dès le début, j'ai senti dans cette affaire une machination. Miss Diamond. Oui, inspecteur. Miss Diamond, il m'est venu une idée à votre sujet. Quelle idée, inspecteur? En vous accusant d'un crime que vous saviez n'avoir pas commis, ne cherchiez-vous pas à dissimuler un crime que vous auriez réellement commis? Je vous comprends pas très bien. C'est pourtant simple. Vous assommez Ruskin. Celui-ci s'effondre près de la cheminée. Vous profitez de son évanouissement pour courir jeter dans le flacon de whisky une quantité suffisante de cyanure. Ruskin revient à lui. Vous lui jouez la comédie du remords et vous l'aidez à gagner son fauteuil. Puis vous lui versez un verre de whisky. Il l'avale.
Et vous connaissez la suite. Ce n'est pas vrai. Carole est incapable d'une telle fourberie. Écoutez, Cross, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Monsieur Léonard Ruskin, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ma théorie? Ouais, mon Dieu, évidemment, elle est ingénieuse. Mais vous n'avez pas de preuves formelles, il me semble. Bravo, 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 monsieur Ruskin. Vous, au moins, vous sautez pas sur les perches qu'on vous tend. Là, vous pourriez donner une leçon de sang-froid à tous nos coupables présumés. Pardon, que voulez-vous dire, monsieur l'inspecteur? Qu'il y a 30 minutes encore, j'étais convaincu que Carol Diamond avait fait le coup. Et que je le serais encore si Miss Marianne Felton, avec la finesse que nous lui connaissons, ne m'avait livré le nom du coupable. Oui, c'est à Miss Felton que revient tout le mérite. Oh, monsieur l'inspecteur, vous êtes trop aimable. Mais non, ce n'est que justice. Si vous n'aviez pas aimé autant les coucous, Marianne, vous ne m'auriez pas mis sur la piste. Eh oui, monsieur Ruskin, vous aviez pensé à tout, sauf aux coucous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coucou? Cette histoire de coucou, c'est celle d'un crime plus que parfait, monsieur Ruskin. Eh oui, vous ne pouviez pas prévoir que votre complice amènerait chez vous une jeune personne qui aurait la passion des coucous. Or, vous en avez un fort joli dans votre maison. Est-il interdit de posséder un coucou, monsieur l'inspecteur? Non, mais il est interdit de tuer son frère, même si ce frère est une canaille. Et c'est pourtant ce que vous avez fait, monsieur Ruskin. Mais voulez-vous m'expliquer comment? J'ai passé la soirée chez moi à regarder la télévision. Non, c'est Slim Rocca, votre complice, qui est venu la regarder à votre place. Ah, le système était ingénieux. Slim prenait votre place et vous preniez la sienne. Oui, il a même transporté son alibi en la personne de Miss Felton, à laquelle il a fait absorber un narcotique pour qu'elle ne s'étonne pas de certaines bizarreries. Seulement, faut jamais se fier aux complices, monsieur Ruskin. Slim Rocca n'est pas sensible à l'opéra. Au charme sévère de la Norma, il a préféré ceux de Miss Felton. Il ne s'est pas aperçu que la Norma s'était terminée 3/4 d'heure plus tôt que prévu, c'est-à-dire à 23 heures, et non à 23h45, comme vous me l'avez affirmé. Oui, ceci à la suite d'un incident technique. Il s'agissait là de votre premier mensonge. Oui, et le second a consisté à me dissimuler que vous possédiez une voiture. Et c'est cette voiture qui vous a permis de rentrer dans la nuit à Rochester après le crime. Votre argumentation est subtile, monsieur l'inspecteur, mais elle ne repose sur aucune preuve. Oh, Miss Felton reconnaîtra facilement les lieux où on l'a conduite. Quant à Slim Rocca, je pense que 24 heures d'interrogatoire sérieux suffiront pour qu'il se mette à table. Puis ensuite, en fouillant un peu dans les tiroirs du passé, nous arriverons sans doute à découvrir que les frères Ruskin étaient associés dans l'entreprise de chantage familial. J'ai déjà appris que vous possédiez plusieurs comptes dans diverses banques des États-Unis. Alors, vous voilà convaincu que mes cartes sont solides? Mais non. Pas tout à fait. Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé, selon vous? C'est très simple. Vous aviez décidé de supprimer votre frère. Pour cela, vous avez attendu d'avoir sous la main des circonstances favorables. Quand votre frère vous a mis au courant des rendez-vous qu'il avait hier après-midi, vous avez pensé que c'était le moment d'agir. Oui, parce que le torchon brûlait entre votre associé et vous. Alors, votre dispositif était donc prêt. Slim Rocca prendrait votre place à Rochester et répondrait au téléphone. Car vous étiez arrangé pour que Phil Doggett, le pharmacien, vous appelât. C'est lui-même qui l'a raconté au commissaire de Rochester et il a ajouté qu'il avait eu bien du mal à reconnaître votre voix. Et pour cause, puisque c'était celle de Slim. Monsieur l'inspecteur, il m'a obligé à marcher dans la combine. C'était lui qui me faisait chanter depuis que je suis sorti de prison. Bon, Kazé, emmenez-le, s'il vous plaît, celui-là. Vous voyez, Léonard Ruskin, j'ai même pas eu besoin d'insister, hein. Ok, faisait pas le poids. Vous aviez raison, monsieur l'inspecteur. On ne peut plus se fier à personne. N'est-ce pas? Mais... Et c'est pour ça que vous avez versé vous-même le poison dans le verre de votre frère et que vous l'avez aidé à boire après sa bagarre avec Carole. Ah, il y a un seul point sur lequel j'ai encore besoin de votre aide, ça, c'est le mobile. Ouais, ça j'avoue qu'il m'échappe un peu. Je pense pas que ce soit une question d'intérêt. Vous étiez le cerveau, vous tiriez les ficelles. Oui.
Oui, mais c'est Larry qui tirait les profits. Ah. Il vivait luxueusement. Il côtoyait de ravissantes créatures. Un jour, j'ai pensé que cette fortune que je m'étais donné tant de mal à amasser ne servait qu'à lui. Alors c'est par jalousie que vous l'avez tué. Ah. Quand on laisse parler ses sentiments, on est perdu. Cazet, passez les menottes à Léonard Ruskin. Thank you.